Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Vous avez donc pris connaissance du programme du séminaire par l'affiche diffusée sur le site du collège. C'est donc un séminaire qui est mutualisé avec l'école pratique des hautes études et donc la responsable du séminaire pour le PHE, c'est Samra Zarnouch. En réalité, les séances seront complètement communes. Voilà. Il y aura simplement un horaire global supérieur à ce qu'il aurait été si c'était seulement un séminaire du collège. Il n'est pas impossible, on verra comment les choses se présentent. Il n'est pas du tout exclu qu'en fait ce séminaire soit prolongé l'année prochaine. Nous l'avons conçu comme une promenade dans les problèmes que pose le Shahnameh, donc une promenade qui va des textes, de problèmes parfois très philologiques, d'établissement du texte, d'origine du texte, de strates textuelles, et par ailleurs l'iconographie qui s'est beaucoup renouvelée, puisque maintenant pendant longtemps on en était arrêté à la miniature persane, et puis maintenant on a des documents antérieurs de plusieurs siècles. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'assistance à ce séminaire ne présuppose pas la connaissance de la langue persane. Bien entendu, c'est toujours une bonne occasion d'apprendre le persan et c'est jamais une perte de temps que d'apprendre le persan. Ceci dit, il faut tout de même avoir, disons, une certaine connaissance du contenu du texte que nous n'allons pas résumer ici. Nous supposons connus les grands épisodes et les noms des principaux personnages. Alors, pour ceux qui voudraient, disons, s'initier rapidement de la meilleure manière possible au problème que pose le Shahnameh, moi je recommande je recommande en français. Il existe en anglais aujourd'hui une traduction très très substantielle qui représente en fait le 6e du volume du texte et qui est en plus d'une excellente qualité par Dirk Davis. Mais disons, pour se mettre dans le texte en français, moi je conseille 2 ouvrages. Il y a des morceaux choisis du Shahnameh traduits par Gilbert Lazare sur la base de la traduction classique mais désuète française de Jules Maule. L'intérêt pour nous, c'est d'une part la très grande qualité des interprétations de M. Lazare, et d'autre part le fait qu'il a privilégié les parties, disons, les plus mythologiques, les parties pré-sassanides du Livre des Rois, sur lesquelles va se concentrer principalement notre attention cette année, et en particulier tout ce qui tourne autour de la figure de Rostam, de son contexte, etc. Donc c'est paru chez Sinbad il y a assez longtemps, en 79, mais je pense que c'est toujours disponible, ça a peut-être même été réimprimé. Sinbad suit très bien ses propres collections. Et puis alors, par ailleurs, il y a un article pas très connu mais extrêmement utile, qui est un résumé analytique extrêmement fin et détaillé du Shahnameh par Charles-Henri de Fouchécourt. Ça s'appelle « Une lecture du livre des rois de Ferdowsi ». Je continue toujours à... Fouchécourt était mon professeur de persan et je continue toujours à me servir de son article quand je veux retrouver commodément une référence. C'est paru dans la revue Studia Iranica, tome 5 en 1976, et les numéros anciens de Studia Iranica sont en ligne. C'est gratuit ou payant, ça je ne sais plus. Ça doit être gratuit pour ces anciens numéros. Donc je pense qu'avec Google, vous devez retrouver ça. Sinon, Studia Iranica, la collection complète de Studia Iranica se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques orientalistes, notamment à la Bulac. Alors, pour aborder le sujet, mon angle d'attaque sur le Shahnameh, c'est un angle centra-asiatique, puisque je suis beaucoup plus un spécialiste de l'Asie centrale qu'un spécialiste de l'Iran.
Donc moi, je suis du côté du Touran, et pas du côté de l'Iran. À la fois, donc, d'un point de vue philologique, mais il y aura d'autres philologues qui vont intervenir à ce séminaire. Oui, j'oubliais de dire que nous nous sommes assurés de contributions internationales assez larges. Hein. On aura vraiment un assez beau panel, comme on dit. Donc, le point de vue philologique et le point de vue archéologique. Alors, mon intervention concerne quelques questions relatives à l'apport centra-asiatique dans le Shahnameh. Alors, la question de ces apports centra-asiatiques au sens large, c'est-à-dire ça concerne non seulement les républiques d'Asie centrale et l'Afghanistan, mais également des régions qui se situent à l'est des limites politiques modernes de l'Iran, c'est-à-dire donc une partie du Khorasan, région dont d'ailleurs était originaire Firdausi, de tous, et le Sistan. Beaucoup de choses beaucoup de problèmes dans les origines du Shahnameh tournent autour du Sistan. La question a été abordée en plusieurs étapes successives. Les données archéologiques n'ont commencé à apparaître qu'à la fin des années 50. Donc pendant longtemps, la question a tourné autour de la critique interne du texte. Alors, les principaux jalons, c'est d'abord l'ouvrage classique, donc pas très gros, mais absolument fondamental, de Theodor Noldeke, Das Iranisches Nationalepos, qui a été paru en 1920, dont il existe une version anglaise, the Iranian National Epic. Ça reste absolument... c'est le fondateur des études scientifiques sur le Shahnameh. Il y a ensuite, un peu plus tard, le livre très important en français d'Arthur Christensen, paru à Copenhague, Les Kayanides, 1932, qui prend la légende nationale iranienne dans toutes ses strates, depuis l'époque avestique jusqu'au Shahnameh. Et on peut dire qu'une troisième étape a été, donc sur cette question, notamment des origines, des matériaux centra-asiatiques dans le Shahnameh, une troisième étape a été inaugurée par Mary Boyce, donc qui s'est occupée du Shahnameh, peut-on dire, pendant toute sa vie. Elle a inauguré cette étape par un article de 1957, The Parthan Ghossan and the Iranian Minstrel Tradition. Ghossan est le nom part des ménestrels, donc poètes, exécutants, chanteurs, des cours partent, 1957. Elle s'est toujours occupée du Shahnameh jusque dans ses ultimes écrits, c'est-à-dire notamment un chapitre très intéressant, très important, qui n'est pas paru et on ne sait pas encore sous quelle forme il paraîtra, destiné au volume 4 de sa monumentale Histoire du zoroastrisme, qui, disons, avait commencé à s'écrire en collaboration avec moi, mais la mort de Mary Boyce en 2006 a interrompu le travail. Moi, j'ai ce chapitre, je m'en inspire beaucoup, je l'ai d'ailleurs fait un petit peu circuler. Après l'étude proprement philologique, un renouvellement est venu du matériel archéologique d'un endroit précis, c'est-à-dire le site sogdien de Penjikent, au Tadjikistan, à 60 km à l'est de Samarcande, fouillé par une mission du musée de l'Ermitage depuis l'immédiate après-guerre, les missions continuent à travailler là-bas, et bon, disons, c'est la Pompéi, c'est pour le haut Moyen-Âge la Pompéi de l'Asie centrale. Voilà, c'est le seul site urbain dont plus de 50% de la surface a été fouillée, et il faut savoir que dans un tiers des maisons, il y a des peintures murales, dont beaucoup illustrent des sujets épiques. Alors, on avait déjà une piste sogdienne pour les origines du Shahnameh, et notamment les origines du cycle de Rostam. C'est un fragment assez long, en langue sogdienne, trouvé à Dunhuang par Orelstein, qui a fait l'objet d'une remarquable édition par Émile Benveniste en 1940, texte sogdien de Paris.
Depuis, l'édition a été un peu actualisée, améliorée par Sims Williams. Enfin, on part du travail de Benveniste. Donc on savait qu'il y avait eu des compositions indépendantes sur Rostam en langue sogdienne. Ce fragment est en prose. En 1958, un coup de théâtre considérable, l'épisode de la légende de Rostam, qui se trouve relaté dans ce texte, dans ce fragment, a été identifié dans un cycle de peinture murale trouvé à Penjiken. Le premier article est paru d'ailleurs en français, c'est paru en français avant de paraître en russe, en 1958 par Alexandre Belenitsky. Belenitsky était en fait était le directeur des fouilles de Penjikent, mais il était en fait devenu archéologue pour échapper au goulag dont il était fortement menacé. À l'origine, c'était un grand philologue, spécialiste d'arabe et de persan. Et quand il en a trouvé les peintures, il a tout de suite compris. Voilà, le cycle de Rostam occupe le registre inférieur de cette très grande pièce, reconstituée aujourd'hui au musée de l'Ermitage. Il y a un autre cycle épique plus haut, qui n'est pas le cycle de Rostam, qui est un autre. Bon, je vais être évidemment amené à commenter ce cycle de peinture. Alors, l'étude du cycle en question a depuis continué à progresser, notamment grâce à Boris Marchak, le successeur de Belenitsky à la tête de la mission de Penjikent. La dernière contribution tout à fait considérable, fondamentale de Marchak sur la question, qui ne concerne pas que le cycle de Rostam, mais tous les cycles légendaires dans la peinture de Penjikent, c'est son livre, paru en 2002 à New York, Legend, Tales and Fables in the Art of Sogdiana. C'est la première référence à aller chercher. Bien. Alors, la question des matériaux du Shahnameh utilisés, illustrés dans la peinture sogdienne, a rebondi de manière tout à fait inattendue il y a 3 ans, en 2014, grâce à notre collègue de Jérusalem, Michael Shenkar, qui va venir présenter sa découverte, qu'il a déjà publiée, ici au séminaire en mars, et qui a identifié dans un cycle de peinture où on avait reconnu le personnage de Rostam, mais on ne savait pas de quel épisode il s'agissait, il a reconnu qu'il s'agissait du Faromarznameh, c'est-à-dire la légende du fils de Rostam. Faromarznameh, connu comme l'une des petites épopées post-Shahnameh dans une rédaction assez tardive. Et là, c'est un véritable coup de théâtre parce qu'on s'aperçoit que ces petites épopées supposées dépendantes du Shahnameh, écrites par des épigones médiocres sur la base du Shahnameh, coexistaient avec les épisodes qui sont passés dans le Shahnameh et coexistaient déjà à l'époque préislamique. Bien. Alors, il se pourrait qu'il y ait un nouveau rebondissement. Mais sur lequel je ne vais pas pouvoir mettre. Alors voilà, le livre de Marchak. Alors, voilà l'épisode, le Faromarznameh identifié à Penjikent, identifié par Shenkar. Bon, alors je ne m'attarde pas puisqu'il va lui-même expliquer tout ça, mais on voit qu'il s'agit de combats contre un démon indien dans un char, un démon à 3 têtes, avec un héros qui est en fait, dont on voit dans l'histoire qu'il va devenir le gendre de Rostam. Dont on voit dans l'histoire qu'il a un lien avec Rostam, mais qu'il n'est pas Rostam. Rostam apparaît dans l'histoire, mais lui c'est un autre, c'est Faromarz, le fils de Rostam, dans l'interprétation de Shenkar, qui pour le moment n'a pas donné lieu à des objections. Alors on voit des démons, il y a beaucoup d'arguments, combat contre des monstres, délivrance d'une princesse, etc. C'est un des fragments de ce cycle.
Alors, il y aura peut-être un nouveau rebondissement. C'est que Shenkar et moi pensons être en train d'identifier un autre cycle épique dans des peintures qui ne sont sogdiennes, qui ne sont pas à Penjikent, mais dans un autre site, Shahrestan, autrement nommé Bunjikat, dans la principauté de l'Ustrushana. C'est plus tardif que Penjikent. Hein. Il faut savoir que les peintures de Penjikent, ces peintures-là sont des années 740, c'est-à-dire qu'elles sont déjà exécutées sous occupation arabe, mais à un moment où la ville est encore immergée dans la culture préislamique. Alors, plus tard, peut-être même au début, là on serait en pleine époque abbasside, au début du IXe siècle, un magnifique cycle de peinture est exécuté dans le palais royal de Bunjikat, qui est le palais des princes d'Ustrushana, les Afshin, qui ont joué au même moment, ou un peu plus tard, un rôle très important dans l'histoire du califat abbasside, puisque Haïdar Afshin, l'héritier de cette dynastie, va se retrouver à un moment le général en chef des armées abbassides. C'est un cycle épique qui a défié l'interprétation. Nous pensons avoir des arguments pour prouver qu'il s'agit de la légende de Garshasp, qui est un personnage qui a d'autres origines, mais qui tardivement est intégré dans l'entourage familial de Rostam, puisqu'il est supposé être son grand-père, qui est connu sous le nom de Sam. Les personnages de Sam et Garshasp finissent par être identifiés. Donc on aurait le grand-père, Sam, le petit-fils, Rostam, et l'arrière-petit-fils, Faromaz. Mais bon, pour le moment, on n'en parlera pas cette année, parce que nous n'avons pas encore suffisamment étayé la démonstration. Il faut savoir que ces peintures de Shahristan vont probablement venir à Paris début 2019, à l'occasion d'une exposition sur l'archéologie du Tadjikistan au musée Guimet, et qu'à cette occasion, ou peut-être un peu avant, je pense organiser ici au collège une journée d'études tournant autour d'elle et de divers problèmes du royaume d'Ustrushana à cette époque. Alors, venons-en maintenant aux questions de critique du texte. La première étape de l'étude des apports centra-asiatiques dans le Shahnameh. Je dirais que on peut résumer la question en 3 points. Premier point, première question. Où et quand s'est opérée la mutation de la tradition religieuse en tradition nationale? Ou bien, pour parler dans les termes de la recherche moderne, ce qu'emploie Jean Quélins, à quel moment les sacrifiants de l'Avesta sont devenus des rois? Les rois du livre des rois et de son prototype sassanide qu'on n'a pas trouvé mais qui est à l'arrière de tout ça, le roi d'Ainamak, ça veut dire aussi livre des rois. Donc les rois des anciennes dynasties, les dynasties légendaires, les Peshdad et les Kayanides. On sait que ces personnages sont pris dans la liste des sacrifiants de l'Avesta. On a longtemps dit que ces sacrifiants étaient eux-mêmes des rois, et en fait, ils n'en sont pas. Ce sont des sacrifiants. Et à un certain moment, les sacrifiants sont devenus des rois, et on a établi entre eux des liens dynastiques. Quelle a été la part de l'Asie centrale dans cette mutation? Elle a sans doute été considérable. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Qu'est-ce qui est centra-asiatique dans le Touran du Shahnameh? Le Shahnameh s'articule d'un bout à l'autre, peut-on dire, sur une opposition historique, non pas véritablement ethnique, je dirais culturelle, historique, idéologique, entre d'une part l'Iran et d'autre part le Touran. Le Touran, c'est ce qui est à l'est de l'Iran. Plus tard, on assimilera le Touran aux Turcs par un rapprochement, disons, étymologique superficiel. Au départ, ça n'a rien à voir. Donc, il y a
il y a dans le Shahnameh une peinture de ces pays qui sont à l'est, qui sont des pays d'Asie centrale. Qu'est-ce qui, dans cette peinture, est réaliste? Voilà. Est-ce que c'est totalement fantaisiste? Est-ce que c'est un discours purement d'exclusion, où on va construire un adversaire uniquement sur des bases négatives? Ou est-ce qu'il y a de la substance réelle dans cette image du Touran? Ça, c'est un point très important. Et troisième point troisième angle sous lequel on peut aborder ces questions, c'est le personnage de Rostam, voilà, et sa famille, son entourage familial. Donc Rostam, qui n'est pas un roi d'Iran, qui n'a jamais été, bon, qui est un prince local du Sistan, un paladin qui traverse les règnes, qui est le sauveur de l'Iran à chaque fois que les choses vont mal. Voilà. Alors, cette question des origines de Rostam et de sa famille est évidemment en liaison directe avec les problèmes de l'iconographie sogdienne à Penjiket. Alors, reprenons ces 3 points. Le point 1, donc la mutation. Quand est-ce que les sacrifiants de l'Avesta sont devenus les rois de la légende nationale de l'Iran? Alors, depuis Nöldeke, on a accordé un rôle essentiel à la période parthe dans cette mutation. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la liste des plus grands héros du Shahnameh un certain nombre de gens qui ne sortent pas de l'Avesta, qui ont des noms aristocratiques ou royaux qui partent, arsacides. On voit qu'il y a une strate à ce moment-là. Alors, l'époque parthe aurait marqué, en fait, disons, l'irruption de l'oralité des cours aristocratiques, réélaborant des matériaux qui étaient eux aussi oraux, mais des matériaux cléricaux, qui étaient les matériaux de l'Avesta. Alors, il est certain que on distingue plusieurs cycles parthes, entre guillemets, dans le livre des rois tel que nous le lisons aujourd'hui. Il y a un cycle qu'on peut dire godarzien, qui est le cycle principal. Godarz a un rôle presque équivalent à celui de Rostam. Il est le général en chef sous plusieurs rois, ce que n'est jamais Rostam. Rostam n'est jamais le général en chef des armées. Il est parfois subordonné, et parfois c'est un personnage qu'on va chercher à l'extérieur pour rétablir la situation. Mais il n'est pas dans la structure. Il est hors structure. C'est un frontalier. Il a un statut vraiment très spécial. Là, Godarz est le général en chef sous plusieurs rois, avec son fils Gave, qui a un rôle très important, son petit-fils Bejan, et toute une ribambelle de fils de descendants qui tiennent le haut du pavé dans les batailles contre les Touraniens et leur roi Afrasiab. Bien. Alors, l'hypothèse de Mary Boyce, qu'elle a exprimée uniquement dans le chapitre inédit de l'histoire du zoroastrisme, volume 4, c'est que ce cycle, Godarz et son entourage auraient été poussés à l'époque sassanide par une famille aristocratique bien précise, réputée d'origine parthe, la famille des Isparbed, c'est-à-dire le titre veut dire général en chef, qui aurait donc transféré, qui se serait emparé d'une part disons pour simplifier, qui aurait soudoyé des ménestrels pour introduire dans le cycle royal des représentants des ancêtres plus ou moins légendaires de leur propre famille, en transférant leur titre, puisque Godarz est effectivement l'Isparbed, le général en chef des rois d'Iran. Alors, il y aurait eu une concurrence avec une autre famille, qui était la famille des Karinides. Ce sont effectivement des gens qu'on voit apparaître, qu'on voit agir à l'époque sassanide, voire même à l'époque parthe antérieure. Alors, eux, ils ont introduit aussi leur ancêtre, Karen, qui est parfois le général en chef, à d'autres époques que Godarz. Bon, à l'arrière de tout ça, donc il y aurait là, disons, une sorte de
de compétition pour le pouvoir idéologique qui se serait jouée à l'époque sassanide, au moment où le texte du Livre des Rois n'est pas encore stabilisé et ouvert à toutes sortes d'intrusions et d'intrigues, à l'arrière de tout ça, il y aurait le souvenir que ces grandes familles parthes auraient conservé des exploits de leurs ancêtres dans un contexte qui est celui du début de la dynastie parthe, fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, un contexte de guerre, justement, qui est un contexte de guerre frontalière avec les peuples nomades d'Asie centrale, les Sakas, et on soupçonne que, c'est surtout Mary Boyce qui a élaboré là-dessus, que le souvenir de ces anciennes batailles se trouve en arrière-fond des batailles que nous raconte le Livre des Rois, qui se jouent entre ces généraux qui ont des noms parthes et le royaume de l'Est. Alors, ça, ce serait donc une première vague de renouvellement de la matière épique par, disons, greffe d'un élément de légende familiale aristocratique parthe à l'époque sassanide tardive. Il y aurait également, nul de que à penser aussi qu'il y avait eu un gros travail idéologique sur le Livre des Rois à l'époque sassanide moyenne. Il y a un indice quand même très intéressant, c'est que dans la famille royale sassanide, les noms tirés de la légende héroïque se multiplient à partir du milieu du Ve siècle. C'est le moment où les rois donnent à leurs fils des noms qui sortent tous du Shahnameh, enfin du roi d'Ainamé, prototype du Shahnameh. Ce n'est pas le cas avant. Par exemple, Kavad, qui règne à la fin du Ve siècle, a 3 fils, qui s'appellent Khosrow, Kaous et Djam. C'est-à-dire des noms qui sortent du Livre des Rois. Péroz, père de Kavad, est le premier qui est utilisé sur ses monnaies le titre de Kay, Kavi, vieux titre avestique qui a fini par désigner ces rois légendaires. Donc on voit très bien qu'il y a un phénomène d'identification à ce moment-là. On soupçonne, dès le siècle précédent, au IVe siècle, on voit qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans la dynastie Kushano-Sassanide, une dynastie cadette qui domine l'Asie centrale, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui s'appellent Kavad, il y a un roi qui s'appelle Kay-Vahram. On soupçonne que c'est peut-être de là que c'est sorti. À l'appui de cette idée d'un ressourcement du matériel épique qui se serait opéré dans les provinces orientales et notamment en Bactriane, il y a un phénomène très curieux, c'est que juste au nord de la Moudaria, on a une petite zone où il y a une concentration tout à fait remarquable de toponymes faisant référence aux héros du Livre des Rois. On a la ville de Kobadian, c'est-à-dire le roi Kay-Kavad, et là on sait que le nom Kobadian est attesté on sait par les Chinois que ça s'appelait déjà Kobadian au VIe siècle. Donc ça remonte quand même assez haut. Il y a une ville qui s'appelle Kay-Kobad Shah, donc voilà, Kay-Kobad, le roi Kay-Kobad. Il y a un site d'ancien temple qui s'appelle Tartikobad, le trône de Kavad, et il y a une ville qui s'appelle Chartous. C'est Char et Tous, Tous étant l'un de ces héros parthes qu'on voit dans le Shahnameh. Donc, on a l'impression que... alors voilà, l'impression qui sort de là, c'est que quand les Sassanides se sont étendus temporairement en Bactriane, ce qu'ils ont fait, disons, au début de l'époque sassanide, visiblement, une lignée indépendante de ces traditions héroïques existait là. Peut-être que le travail d'élaboration à partir du matériau avestique y avait été plus avancé, le travail de sécularisation de ce matériel y avait été plus poussé, et on a montré aux Sassanides des endroits en leur disant, ben voilà, c'est là où Kay-Kobad voilà un site fondé par Kay-Kobad, voilà un site fondé par Tous, voilà. Et il y aurait eu donc une espèce
d'orientalisation du matériau épique national. Alors, le point numéro 2, c'est-à-dire qu'est-ce qui est véritablement centra-asiatique dans l'image du Touran? Il y a des éléments réalistes en réalité. Ça n'est pas une pure construction intellectuelle. On n'invente pas un ennemi à partir de rien. Il y a des éléments dans la description du Touran qui reflètent vraiment bien la réalité culturelle de ces adversaires d'Asie centrale, tels que les Sassanides les ont affrontés, disons, principalement entre le 5e et le 7e siècle. Alors, bon, je ne développe pas beaucoup là-dessus parce que, en fait, j'en ai parlé à un colloque organisé par Anna Caiozzo il y a 2 ans, le colloque Touran entre mythe orientaliste et construction identitaire, qui va bientôt paraître, où j'ai développé ce point. Disons que les Touraniens offrent une image assez fidèle, bien que composite, des maîtres de l'Asie centrale, des maîtres nomades de l'Asie centrale à cette époque, notamment le personnage de l'ennemi principal qui traverse plusieurs règnes des rois d'Iran, qui est l'épouvantable Afrasiab. Mais il n'est pas si épouvantable que ça, en réalité. C'est un personnage... quand on lit les descriptions d'Afrasiab dans le Shahnameh, on a l'impression de lire les descriptions du Grand Turc dans la littérature européenne. C'est un adversaire, mais un adversaire séduisant. Il est parfois beaucoup plus doué que les souverains légitimes d'Iran qu'il affronte. Bon, alors, il est traître, il est rusé, il est perfide, il est cruel, mais en même temps, il peut être généreux de manière spectaculaire. Il tient très bien tout son petit monde. Enfin, bon, voilà, on voit une image comme celle-là. C'est derrière le personnage d'Afrasiab, on voit que... par exemple, certains souverains des Hephthalites, les gens dont je suis en train de parler actuellement à mon cours, sont probablement en filigrane derrière tout ça. Des adversaires qu'on ne méprise pas parce qu'ils sont redoutables, et en même temps, on ne les perçoit pas non plus comme complètement étrangers. Ce ne sont pas véritablement des étrangers, les Touraniens, dans le livre des rois. Ce sont des cousins qui ont mal tourné. C'est très exactement, bien qu'on les dit turcs, en réalité, on voit très bien qu'ils ont des ancêtres, ils partagent des ancêtres communs avec les rois d'Iran. Hein. Bon, mais ils sont devenus méchants, ils sont tombés du mauvais côté. Mais malgré tout, la description, quand on voit des traits concrets du tout, quand on examine des traits concrets du Touran décrit dans le Shahnameh, on voit que c'est un monde qui n'est pas plus nomade que l'Iran. Il y a des villes. Afrasiab, il a une capitale où il a un palais souterrain. Il y a des forts. C'est pas du tout le monde de la steppe. On ne voit parfois certaines ruses, effectivement, les fausses poursuites, etc. On voit des tactiques qui viennent de la steppe, mais malgré tout, c'est un monde qui est sédentarisé, où les envahisseurs se sont déjà sédentarisés. Par ailleurs, c'est un univers c'est un monde où il y a des temples, et des temples qui ne sont pas totalement étrangers à la tradition zoroastrienne. On nous parle de... ça, c'est surtout un traité Pélévi, Shahristania et Eranchar, qui nous parle de ça. À Samarcande, on nous dit il y a des temples, voilà. Autrefois, c'était des temples du feu. C'est Zoroastre lui-même qui les a établis. Mais bon, quand Afrasiab a exercé sa tyrannie, c'est pareil, ça a basculé du mauvais côté. On en a fait des temples d'idoles. Mais à l'origine, c'était des temples du feu. Voilà. Et ça correspond assez bien à la réalité archéologique qu'on découvre maintenant en Asie centrale, c'est-à-dire un monde où il y a des temples très richement décorés. Ils sont probablement beaucoup mieux décorés que ceux d'Iran. Des temples qui peuvent être bouddhiques, mais qui, dans certains cas, peuvent être dits zoroastriens, entre guillemets. Ce sont les mêmes dieux.
Simplement, on continue à y mettre des images de culte, très influencées, de plus en plus influencées par l'Inde, alors qu'en Iran, les images de culte disparaissent au profit de l'autel du feu, qui est la seule forme matérielle admissible du culte. Alors, le point numéro 3, donc, Rostam et les gens qui l'entourent. Alors, on le sait depuis nul de queue, Rostam, son père Zal, ses descendants, ils ne viennent ni de l'Avesta, ni des traditions parthes. Ils viennent d'ailleurs. D'où Rostam est dit prince du Sistan, prince héréditaire du Sistan, comme son père, son grand-père, etc. Le Sistan est une province qui a été justement souvent disputée entre Iran et Touran. En général, elle est quand même annexée à l'Iran sassanide, et à certaines époques, d'ailleurs, le prince héritier, le prince de Galles des Sassanides, porte le titre de roi du Sistan. Bien. Donc, l'idée, comme Rostam a un solide ancrage au Sistan, on s'est demandé depuis nul de queue si ce n'était pas tout simplement à l'origine un héros sistanien qui se serait introduit dans le Shahnameh. Alors, quand on dit héros sistanien, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Il y a le Sistan qui est donc qui s'appelait à l'époque achéménide la Drangiane, hein, la région autour du lac Ramoun, Zaranj, etc. Le nom ancien de Drangiane s'est conservé dans le nom moderne de la ville de Zaranj, de Zranka. Bien, mais à un certain moment, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment des grandes irruptions nomades, le Sistan a été occupé par une population d'origine scythe, on dit Saka. Sakastan, c'est l'origine du nom du Sistan. Donc, est-ce que Rostam sortirait de là, des traditions propres de ces gens-là? Il y a quand même certains traits, Rostam a récupéré au passage certains traits d'un héros avestique. Héros lui-même très ambivalent. Un héros, disons, moi je l'appelle un héros de la frontière. C'est Kurusaspa, dont le nom plus tard devient Garchasp. Il a des traits communs avec Rostam. C'est un combattant invincible, c'est un tueur de dragons, et il est lié à la frontière indo-iranienne. Par ailleurs, alors, donc, il a été récupéré à la fois, Rostam a récupéré certains de ses traits, et puis par ailleurs, on l'a identifié avec Sam, considéré comme grand-père de Rostam. À quel moment, alors, Nöldeke situait, et plus tard Christensen, situait cette introduction du matériel rostamien dans le livre des rois à l'époque sassanide tardive. Il y a quelques indices. Le nom Rostam apparaît dans l'aristocratie sassanide tout à fait à la fin. Le dernier général qui combat les Arabes s'appelle effectivement Rostam. Il vient d'ailleurs du Sistan. Avant ça, le nom n'est pas attesté. L'histoire de Rostam n'est pas dans les livres qui commentent l'Avesta, les livres issus du Zand, les traités Pélévi, le Denkart, etc., mais elle est dans le Bundaishn. Or, le Bundaishn est de rédaction, disons, le plus ancien niveau de rédaction est probablement d'origine sassanide tardive. Ce qui nous est parvenu, c'est du 9e et du 10e siècle. Mais voilà, ce beau schéma a été remis en cause sur l'irruption donc sassanide tardive de Rostam, depuis qu'on a publié des contrats grecs trouvés sur l'Euphrate, dans la région de Doura Europos, contrat du 2e quart du 3e siècle après Jésus-Christ. Et bien, il y a un personnage, un propriétaire de vignoble, qui s'appelle Rostamos.
Or, la région avait été sous domination parthe jusqu'en 164. Donc, on voit que Rostam, le transfert s'est déjà opéré à l'époque, a commencé à s'opérer à l'époque parthe. Il y a déjà des histoires qu'on raconte sur Rostam à cette époque. Comment ce transfert aurait pu s'opérer? Il y a une hypothèse intéressante soutenue par Mary Boyce après d'autres. C'est que, de même que Godard a été introduit par la famille des Isparmèdes, Karen par la famille des Karinides, il y a une troisième grande famille, à l'époque sassanide, qu'on dit d'origine parthe. On sait qu'elle est d'origine parthe, c'est la famille des Surènes. Bien. Surena, c'est le général qui a battu Crassus. Et on a les Surènes pendant toute l'histoire iranienne. Il se trouve que les Surènes étaient possessionnés au Sistan, et que peut-être c'est d'eux qu'est sortie une dynastie vassale, contemporaine des Parthes, la dynastie des Indo-Parthes. Donc c'est peut-être à ce moment-là que du matériel tournant autour de Rostam a commencé à passer à l'ouest. Alors, l'origine de Rostam s'éclaire-t-elle par certains traits à la fois philologiques et mythologiques? Il y a là-dessus des hypothèses intéressantes. Pour Marquardt, Rostam était un mélange de Keresaspa tiré de l'Avesta et d'un roi indo-parthe, Gondopharès. Il est connu chez nous puisque tout simplement il est dans l'évangile de Matthieu, il est dans l'évangile, dans les apocryphes, c'est Gaspard. C'est l'un des trois rois mages. Bien. On ne croit plus trop à cette hypothèse maintenant. Dans les années 90, deux chercheurs, disons que je dirais post-duméziliens, Olga Davidson et Hoctor Cherveux, ont publié certaines contributions sur Rostam, qu'ils ont été cherchées dans un fonds indo-iranien, voire carrément indo-européen. Alors, l'article, Davidson écrit beaucoup et elle est parfois un peu lassante à lire parce que ça part un peu dans tous les sens. Et puis on se dit parfois que ça pourrait quand même être comprimé. Son article principal, c'est dans les mélanges Mary Boyce, Papers in Honor of Professor Mary Boyce. Ça s'appelle, je traduis de l'anglais, le Crown Bestower, le donneur de couronne, the Crown Bestower, comment traduire, celui qui remet la couronne dans le livre des rois. Parce que effectivement, c'est le titre qu'a Rostam. Il est Taj Barsh, c'est celui qui, dans la cérémonie du couronnement des rois, tient la couronne. Il n'est jamais vraiment général en chef, mais il est Taj Barsh, et c'est le titre qu'avaient également les Surènes, à l'époque arsacide. Donc ça, c'est un indice assez fort pour penser qu'ils ont joué un rôle dans la promotion du personnage de Rostam. Sinon, elle va un peu chercher dans tous les sens. Elle compare le statut de Rostam par rapport au roi d'Iran à celui d'Héraclès et d'Eurysthée. Alors, c'est sûr que Rostam a probablement récupéré au passage certains traits d'Héraclès. Sur les miniatures persanes, Rania Kayodzo nous en parlera sans doute, il a parfois une peau de lion sur la tête. On voit qu'il y a des traits iconographiques qui ont l'air de remonter à Héraclès. Mélikian a fait un bon article là-dessus. Héraclès et Rostam, un air de famille. Il y a certainement au passage des traits d'Héraclès qui sont venus là. Mais alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une origine mythologique commune par rapport à Héraclès et Eurysthée, donc Eurysthée, le méchant cousin d'Héraclès qui l'oblige à faire les travaux, et en fait Eurysthée, dans le cycle de Rostam, ce seraient les rois d'Iran qui exploitent la vaillance de ce malheureux Rostam qui accumule les exploits et n'en tire pas grand-chose, puisqu'il finit par être liquidé. Là, ça va peut-être un peu loin. Cherveux a fait une contribution vraiment très intéressante, alors c'est dans un article, la référence m'échappe maintenant, mais étude, voyons, étude épique ou quelque chose comme ça.
Alors lui, il a trouvé un parallèle assez proche à Rostam dans le Mahabharata, une grande épopée indienne. C'est le personnage de Bhisma. Alors, il se trouve que Bhisma est l'un des fils, et c'est un héros invincible, brutal, au service des autres, il a des traits typologiques communs, et par ailleurs, c'est un des fils du Gange. Alors, ça nous amène à l'étymologie de Rostam. Le plus vraisemblable, c'est que l'hypothèse qui tient aujourd'hui le haut du pavé, c'est qu'il y a dans Rostam l'élément Rhodes, c'est-à-dire la rivière. Donc, il y a deux hypothèses. Ça pourrait être Rautas, ça c'est Cherveux qui l'a proposé, je pense que d'autres aussi. Rautas Tarma, c'est-à-dire fort comme un fleuve, fort comme une rivière. Mais au prix d'une petite déformation, ça pourrait peut-être bien être plutôt Rautas Taorma, c'est-à-dire celui qui tire son origine de la rivière, qui est même issu génétiquement de la rivière. Alors rappelons-nous, comment s'appelle la mère de Rostam? Elle s'appelle Rudobe, c'est-à-dire en pélégi Rodobag, ce qui veut dire celle qui vient de l'eau de la rivière. D'où l'idée de Cherveux que ce serait peut-être le même personnage de Bhisma, le fils du Gange. Moi, j'ai une autre idée. Elle me paraît tellement évidente que j'arrive pas à comprendre qu'elle n'ait pas été déjà émise. J'ai cherché, mais peut-être un petit peu vite. Ça m'étonnerait quand même, par exemple, que Dumézil soit passé à côté de ça. Mon idée, c'est que je pars de cette étymologie issue de la rivière, et la mère de Rostam issue de l'eau de la rivière, et je vais chercher dans les légendes sur les origines de la royauté des Scythes que nous transmet Hérodote. Et que nous dit Hérodote? Le premier roi des Scythes, il y a deux noms, il donne deux noms dans deux versions, Targitaos ou Scutès, a été engendré par une union entre Zeus, ou selon une autre version Héraclès, et la fille du fleuve Borystène. Borystène, c'est le Dniepr. Alors, est-ce que Rostam, qui tire son origine de la rivière, fils de la fille qui vient des eaux de la rivière, ne serait pas l'élaboration tardive et disons très sécularisée, en milieu Saka, donc site du Sistan, de leur héros ancestral? Je me demande si c'est peut-être pas plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher. Bien. Alors, j'en viens maintenant, pour terminer, à des choses beaucoup moins austères. Les données iconographiques qu'on a à Penjikent. Le cycle qui est représenté là, c'est l'épisode du combat de Rostam contre les démons du Mazendéran. Il se trouve, alors c'est probablement une coïncidence, que c'est exactement cet épisode qu'on a donc dans le fragment sogdien trouvé à Dunhuang, tout en sachant que entre le fragment sogdien, pas vraiment datable, bon, la peinture de Penjikent et le livre des rois, il y a des grosses différences. Aucune des versions n'est la copie de l'autre. Alors, on a là un cycle qui nous est parvenu presque en entier, avec probablement, il y avait à l'origine 12 scènes enchaînées. Nombre probablement pas fortuit, bien symbolique. Alors voilà, ici je tirais ça d'un de mes articles, je distingue les scènes. Alors, au tout début, la première scène, on a Rostam monté sur son cheval, Raksh. Alors, Raksh, dans le Shahnameh et dans l'iconographie, est un cheval bai, c'est-à-dire il a une robe brun-rouge avec les balsanes, bon, ça ne se voit pas très bien ici, sur l'image ici, mais ça se voit mieux ailleurs, le bas des pieds, le bas des jambes en blanc, et le chanfrein aussi. C'est exactement comme ça qu'il est représenté ici. Il est suivi par 3 compagnons. Ça, ces compagnons, c'est une particularité de la version peinte sogdienne, puisqu'ils ne sont ni dans le fragment sogdien, ni dans le Shahnameh. Dans le Shahnameh, Rostam
Rostam, c'est Lucky Luke. Et c'est un héros solitaire. Il a son seul compagnon, c'est son cheval, à qui il parle. C'est exactement Lucky Luke. Alors, il arrive dans le pays des démons. Ici, le démon blanc qui se tient, pays montagneux, on est dans Mazenderan, qui se tient au sommet de la montagne et fait déjà un geste de désespoir. En bas, on ne voit pas bien on voit pas sur la photo, on a un chien qui ronge un os. Symbole très parlant, ça veut dire la mort est là, puisque les Zoroastriens jettent les cadavres aux chiens et aux vautours. C'est un petit indice qui indique danger de mort. Deuxième épisode, Rostam attrape au lasso, alors il est en fait là, voilà, et il attrape au lasso un personnage. C'est le Div Avlod, c'est un épisode qui est dans le Shahnameh de Ferdowsi. Il a été effectivement, c'est le premier démon qu'affronte Rostam dans cette guerre, et il est effectivement capturé au lasso. Bien. Troisième épisode, alors très intéressant. Attendez, est-ce que je l'ai voilà, alors voilà, Rostam qui tend son lasso. Troisième épisode, un peu mystérieux, mais je n'ai pas la même interprétation que Marchak. Alors voilà, une fille qui apparaît derrière la montagne et qui fait un geste d'hommage. Alors les petites créatures qui volent, c'est des symboles de la grâce divine. Alors voilà, la fille est là, un petit angelot avec un collier. Bon, visiblement, elle s'engage dans une entreprise de séduction. Alors, et après, on a le combat de Rostam contre un affreux démon dragon qui est féminin, puisqu'il a les seins qui pendent là. Marchak a pensé que c'était la fille derrière la montagne. Ce serait la trace d'un épisode dont il ne resterait que ça, qui serait la délivrance d'une princesse. Bon, exploit familier des héros, les héros ils délivrent des princesses, ils tuent des dragons. Moi je pense à autre chose, je pense que c'est le même, c'est la fille qui est ici et la démonesse qui est là, c'est la même. C'est que si on va chercher dans le livre des rois, Rostam est abordé par une jolie fille qui lui propose de partager un pique-nique et plus si affinité. Et Rostam, à un moment, au moment du toast, prononce le nom de Dieu. Et du coup, ça entraîne une dissipation du charme magique. La fille se révèle telle qu'elle est, c'est-à-dire, dans le livre des rois, une affreuse sorcière, etc. Ici, tout simplement, l'artiste a eu plus d'imagination dans la mutabilité corporelle, et la fille est devenue un dragon. Voilà. Donc là, Rostam est sur le point d'être avalé par le dragon. Il a quand même donné quelques coups, mais ça ne suffit pas. Mais finalement, non. Alors finalement, le dragon, voilà, le combat, il manque d'être avalé par le dragon. Et puis finalement, il a tué le dragon. Marchak pensait qu'en fait, il a été... C'est Laurier qui pense que Rostam est avalé par le dragon et le tue de l'intérieur avec son épée. C'est un thème folklorique fréquent. Donc, scène 4. Scène 5, Rostam s'avance, hein, il continue les exploits. Scène 6, un combat singulier à cheval. Ça pourrait être contre Arjang, qui est le chef de l'armée des démons dans le Shahnameh. Scène suivante, alors là c'est très proche de ce que nous dit le fragment sogdien, dont nous parlera en grand détail Agnès Korn lors d'une séance du séminaire. C'est le combat à pied des compagnons de Rostam contre des démons. Alors dans le fragment, il est dit les démons, certains sont sur des chariots, d'autres ont des ailes, d'autres sont à pied, d'autres, etc. Cherveux a rapproché ça des procédés rabelaisiens de récits. Voilà, certains parlaient en mourant, certains mouraient sans parler, certains parlaient sans mourir. C'est un petit peu le même type de rhétorique. Ouais, les démons ont des visages quand même humains, pas complètement bestiaux, mais très grimaçants, avec des dents grandes ouvertes, des cornes. Lui, il a un crâne sur la tête. Alors ça, c'est à quelques variantes près, notamment le fait qu'ici, Rostam a des compagnons
alors que dans le texte sogdien, il n'en a pas, c'est cet épisode-là. L'histoire continue. Il y a un nouveau combat singulier de Rostam, ici, voilà, contre probablement le roi du Mazendéran. Et ce qu'on voit, il y a un petit indice curieux, c'est qu'ici on a une chouette. Bon, on voit mal sur le dessin. Et moi je pense que ça veut dire que le combat a lieu de nuit, ou c'est terminé pendant la nuit. Voilà. Ensuite, c'est la mort. C'est la mort du démon blanc. Voilà. Ça correspond au Shahnameh. Donc, Rostam a tué tous ses adversaires. Avlod, il l'a capturé, il l'a mis à son service. Arjang, le chef de l'armée des démons. Le roi du Mazendéran, allié des démons. Puis le démon suprême, le démon blanc. Alors, la troupe continue à avancer. Là, c'est détruit à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est, dans la logique des choses, c'est la délivrance de Keikavus qui s'était laissé stupidement capturer par les démons en engageant une guerre folle contre le Mazendéran, et probablement tout à fait à la fin, un banquet de réjouissance. Tous les cycles épiques de la peinture de Penjikent se terminent par un banquet. Bon, mais là, c'est plus conservé. Alors, je terminerai sur un détail très curieux qui nous ramène à nouveau aux origines sistaniennes possibles de Rostam. C'est que Rostam, de tous les héros sogdiens représentés sur les peintures, est le seul qui ait des traits individuels très marqués. Ces traits individuels, ce sont ceux d'un roi Heptalite, la dynastie d'origine nomade, qui avait régné sur l'Asie centrale jusqu'au milieu, au 5e, 6e siècle, et qui avait causé bien des malheurs à l'Empire sassanide, puisque c'est eux qui, au combat, ont tué le roi Péroz, ont soumis l'Iran à un tribut pendant des décennies, etc. C'est le sujet de mon cours actuellement ici. Alors, typique des Hephthalites, le front oblique, les sourcils très remontés, le menton en galoche, le nez busqué et la déformation artificielle du crâne, qui est conservée ici dans cette image très tardive de Rostam. C'est pratiquement la copie d'une monnaie d'un roi Heptalite de la fin du 5e siècle. Un roi Heptalite de Kaboul, Gandhara, etc. On en est même à se demander, il y a que deux explications possibles. Soit délibérément, le peintre a voulu assimiler Rostam à ces souverains dont les monnaies circulaient encore, soit derrière le cycle peint de Rostam à Penjikent, il y a un rouleau historié. Il y a des indices qui permettent de penser que derrière tout ça, c'est en fait des rouleaux illustrant la récitation d'un barde, et que ce qui était sur les rouleaux s'est trouvé transposé sur le mur, en peinture murale. Et que ces rouleaux venaient du pays où ces monnaies avaient été émises. Alors, on retombe là sur les origines possibles de Rostam. C'est que ces souverains ont émis ces monnaies donc au Kaboulistan. C'était un même royaume, unifié parfois avec le royaume de Zaboul, qui correspond aujourd'hui aux régions de Ghazni et Kandahar. On est là tout près du Sistan, d'où Rostam est supposé être issu. Donc, on aurait là un indice de plus des origines de ce héros. Alors, il se trouve qu'il y a peut-être un indice que nous donne Massoudi, qui nous parle d'un traité qui existait à l'époque sassanide, en Pélévi, qui s'appelait Sage Saran,
ça veut dire les chefs des Sakas, donc les chefs des rois du Sistan. Et ce traité circulait encore après l'époque sassanide, puisque c'est l'un des traités qu'a traduit en arabe Ibn al-Muqaffa, qui par ailleurs avait traduit le livre des rois. Donc on voit qu'il existait un cycle écrit indépendant sur les princes du Sistan. C'est vraisemblablement, c'est là-dedans que devait se trouver, c'est là-dedans que devait se trouver l'histoire de Rostam et de sa famille. Alors, je termine quand même par une remarque curieuse, c'est que au stade actuel, bon, si Shankar et moi arrivons à prouver notre hypothèse sur l'identification du cycle de Shahrestan avec l'histoire de Garchasp, de Sam, le grand-père de Rostam, on s'aperçoit que les trois cycles épiques, les trois seuls cycles épiques sogdiens pour lesquels on arrive à proposer un sujet, c'est-à-dire Sam Garchasp, Rostam et Faramarz, tournent autour des mêmes personnages, de la même famille. Et on n'a pas, jusqu'à présent, et je pense que ça ne se fera pas, identifié dans la peinture sogdienne de cycle, je dirais, iranien central. On n'a pas l'histoire, on n'a pas Khosrow, on n'a pas Siavush, on n'a pas ces grandes histoires qui font quand même la substance essentielle du Shahnameh. Bon, vraisemblablement, alors dans le cycle de Faramarz, à un moment, il y a effectivement un roi d'Iran sur son trône. Bon, vraisemblablement, à la fin du cycle de Rostam, il y avait la délivrance de Keikavus, mais ils ne sont pas les personnages principaux qui sont illustrés. Comme si l'aristocratie sogdienne avait voulu plutôt s'identifier avec ces héros du Sistan qu'avec les héros centraux de l'Iran. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas voulu trop marquer leur allégeance à la monarchie sassanide, qui était tout de même une puissance étrangère, qui n'avait jamais réussi à conquérir la Sogdiane, avec laquelle les Sogdiens s'étaient parfois affrontés. Ils ont, dans ce matériau épique qui circulait très largement entre l'Est et l'Ouest, ils ont choisi une identité de substitution, qui serait l'identité sistanienne, c'est-à-dire des gens qui sont des Iraniens très présentables culturellement, mais malgré tout, ça n'est pas le cycle royal. Voilà, ce sont des gens, ce sont des frontaliers, ce sont des alliés, ce sont des sauveurs, mais ça n'est pas la succession dynastique des rois d'Iran. Y aurait alors, donc, à partir de là, on peut penser peut-être les Sogdiens avaient conservé un souvenir de l'époque où ils appartenaient à l'empire heptalite, cet empire heptalite auquel était attaché quand même un grand prestige, puisqu'il avait mis l'Iran à genoux. Je pense que peut-être il faut chercher dans cette direction pour comprendre la manière dont, dans la matière épique, les aristocrates sogdiens ont sélectionné ce qui méritait d'être illustré. Voilà. Bon, c'était donc... je me suis contenté d'esquisser quelques pistes. Il y a un certain nombre de choses là-dedans, comme je vous l'ai dit, qui sont publiées. Il y en a d'autres qui vont l'être. Voilà, c'est une recherche en cours d'élaboration. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais passer... Voilà, donc, est-ce qu'on a... Ouais, on a peut-être 1 ou 2 minutes pour des questions, mais je ne voudrais pas restreindre le temps de parole d'Anna Caiozzo. Donc, si j'ai le temps de répondre éventuellement à 1 ou 2 questions.